BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur BFM Business. C'est Tech & Co la quotidienne, en ce jeudi soir, très heureux de vous retrouver, 19h31 et un grand merci d'être là, fidèle à cette émission, alors que ce soit en direct avec nous à la radio, à la télé, ou alors que vous soyez un aficionado des replays et des podcasts. Évidemment, vous êtes très nombreux à nous écouter ou à nous regarder après la diffusion de cette émission. Et encore une fois, on vous en remercie. Avec ce soir, dans Tech & Co, la quotidienne, au menu, eh bien, on va parler d'Apple. Apple qui, vous le savez, est à la ramasse avec son intelligence artificielle. Siri n'est pas beaucoup plus intelligent qu'auparavant. Eh bien voilà, Apple pourrait passer un deal avec Google pour booster son intelligence. On en parle dans quelques instants. On parlera aussi du surdoué de la voiture électrique chinoise BYD qui est en mauvaise passe en ce moment et qui perd des parts de marché en Chine. Et puis l'intelligence artificielle arrive en force dans le cinéma. On en parlera avec un exemple concret. Et nos invités de Narrative Coders qui seront là, ce sont des professionnels du cinéma et ils nous expliqueront comment l'IA est en train d'arriver dans la production, la post-production des films. C'est passionnant, ce sera dans une heure, tout simplement. Voilà le sommaire de ce Tech & Co la quotidienne. Un grand merci d'être là et bienvenue. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. On débriefe l'actu tech maintenant jusqu'à 20h30. Pendant une heure, on va revenir sur les gros titres d'actu de ce jour avec ce soir un plateau au top. Alors non pas que les autres soirs c'est moins bien, mais là, pour terminer la semaine, feu d'artifice les amis. Tiens, Thomas Servel qui a fait tomber je sais pas quoi, son téléphone peut-être, ou quelque chose comme ça, mais c'est pas grave. Comment ça va Thomas ? Très bien. Ton téléphone en revanche va moins bien, il vient me le dire. PDG de Barracoda, spécialiste de tout ce qui touche à la tech en France. La e-santé, tu as travaillé dans plein de boîtes éminemment reconnues, comme par exemple Google, entre autres. Et à tes côtés, c'est Yves Met qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Salut Yves. Operating Partner chez Jolt Capital, ancien président de HTC. Tu as travaillé chez Orange aussi. Et vous connaissez tous les deux, vous êtes de vieux amis. Et oui, on a travaillé, y compris ensemble, pas dans les mêmes sociétés, mais dans des sociétés. Yves a lancé ensemble. Un produit qui s'appelait la Live Radio, qui était le premier poste de radio en streaming qui avait été inventé par ma boîte. Incroyable. Et ben voilà, là on revient sur... la première radio digitale qui a été lancée en Europe, je crois que c'est vraiment en Europe, ça a été lancé en partenariat entre Orange, dont j'étais le représentant, et Thomas, qui a donc inventé cette live radio. Et Orange a été le premier à commercialiser une radio digitale. Et l'application la plus téléchargée de l'App Store pendant 2 ans, voilà, grâce à nos relations de qualité. Donc nous avons co-créé, enfin, il faut faire attention maintenant dans les... Oui, attention. Ne confondez rien et ne co-créez rien, s'il vous plaît. Hein. Donc nous avons travaillé ensemble pour lancer la première radio digitale en France, et peut-être dans le monde, je ne sais pas. Le poste de radio digitale, c'était un des premiers dans le monde. Ouais. Bon, ça va, tous les deux, l'auto-satisfait, tout va bien, ça va. Et tu vois, okay. et malgré leur fortune immense, ils daignent encore venir dans Tech & Co sur BFM Business. Alors ce qu'il y a d'amusant, c'est que vous venez régulièrement chacun pour débriefer l'actu, mais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ce plateau en même temps. Voilà. Merci à vous d'être là. Merci. Et bien sûr, Frédéric Simotel, mon fidèle compagnon. Bonsoir François. Journaliste à BFM Business, bien évidemment. On commence par les amendes pour Google. Alors hier, on fêtait Google. Aujourd'hui, on les pointe du doigt. La bourse fêtait même Google. Ouais, ils ont pris quasiment 8-10%, je crois. 9% et demi. Et donc là, 2 amendes pour Google. Coup sur coup, paf, l'une prononcée par la CNIL, la plus grosse sanction de son histoire, 325 millions d'euros à l'encontre du géant américain accusé de ne pas respecter la législation sur les cookies, ces fameux cookies. Et puis une deuxième aux États-Unis, 425 millions de dollars pour atteinte à la vie privée de ses utilisateurs. On peut dire que pour Google, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et c'est Anthony Moal qui nous racontait ça ce matin. L'ascenseur émotionnel complet, parce que hier matin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on disait que Google poussait un ouf de soulagement, il venait juste d'échapper de près à un démantèlement forcé, mais la suite de la journée c'est un tout petit peu moins bien passé, on ne va pas se mentir, puisqu'ils ont écopé de 2 amendes. La première, c'est en France, la CNIL, et effectivement jamais la CNIL n'avait donné une amende aussi importante, 325 millions. Pourquoi ? Eh bien parce que Google a manqué à ses obligations sur les cookies publicitaires. Donc les cookies, vous savez, c'est ces petits mouchards, ces petits traceurs qui nous suivent et qui permettent de mieux nous cibler avec de la publicité.
publicité. Et pour ça, en Europe, il y a des règles claires. Avant d'installer ces cookies, un site doit recueillir un consentement libre et éclairé de l'utilisateur, ce que visiblement Google ne fait pas toujours, surtout quand on s'inscrit, quand on crée un compte Google. Donc voilà. Et en plus de ça, il y a une forme de récidive, puisque c'est la 3e fois que la CNIL sanctionne Google à ce sujet. 2020, 100 millions d'euros, 150 millions en 2021, et donc cette fois-ci 325 millions d'euros. Et puis, plus tard dans la journée, 2e amende, alors cette fois-ci aux États-Unis, 425 millions de dollars, un tribunal californien pour collecte frauduleuse de données. Ça, c'était un recours collectif d'utilisateurs qui avait désactivé une option qui permet normalement que leurs données ne soient pas exploitées lorsqu'ils sont sur Google Maps ou sur Chrome, sauf qu'apparemment, elles étaient quand même exploitées même quand ils désactivaient l'option. Donc c'est problématique. Alors après, ça reste quelques centaines de millions à l'échelle de Google, c'est pas si énorme que ça, mais on tape vraiment au cœur du modèle économique de Google. Voilà donc 2 amendes coup sur coup concernant Google. Bon, ça fait un petit 700 millions d'euros, là, vite fait, bien fait. C'est comme ça, que voulez-vous. Il y en a de plus en plus d'amendes, non? Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Alors toi, tu as travaillé chez Google. Oui, j'ai travaillé pendant une grande partie du temps où les plupart de ces dossiers ont commencé à exister. Bon, en fait, quand on est Google, j'aurais tendance à dire, c'est l'anecdote que je donnais, c'est que c'est une amende comme ça, c'est un peu comme un moustique qui te pique. C'est très désagréable, mais ça change rien. Ça change rien parce qu'ils sont en monopole de fait sur la publicité, que personne ne peut travailler sans eux. Donc ça va diminuer un peu leur taux de marge, mais ça change ni leur comportement, puisque c'est la 3e fois qu'ils le font. Donc il faut considérer que c'est cost of doing business, qui quand même lève le problème de la crédibilité des sanctions au regard des choses. Sachant que l'autre chose qu'on a vue, c'est que la croissance des revenus de Google est telle que l'autre chose que va faire Google, c'est d'essayer de faire traîner le paiement de ce truc-là le plus longtemps possible pour que l'impact sur le chiffre d'affaires soit le plus faible possible. Et donc, pour donner les ordres de grandeur, je ne sais pas, je crois que ça doit correspondre à 3 ou 4 jours de chiffre d'affaires, ou même pas. C'est-à-dire que là, ils jouent la montre, ils paieront ça dans 2-3 ans, ouais. Et après, ils étalent ça, enfin, ils ont des arrangements pour étaler les sommes. C'est invisible. Donc, en fait, ça ne remplit pas sa fonction, si on voulait être sérieux. C'est-à-dire, quelque part, ça ne fait pas changer Google de politique. Ça décrédibilise, en fait, ces décisions de justice aussi, finalement. Aujourd'hui, en tout cas, ça fait 3 fois que Google fait la même chose, n'a pas changé son comportement. Et donc, en tout cas, l'objectif n'est pas atteint. Après, maintenant, on a une nouvelle peur géopolitique, c'est qu'on a quand même peur que si les sanctions étaient trop élevées, Donald Trump s'énerve et remette en cause énormément du fragile équilibre avec l'Europe. Oui, c'est ce qui s'est passé hier d'ailleurs, avec l'amende qui avait été plus ou moins préparée par l'Europe et qui a été ou suspendue ou annulée, on ne sait pas trop, suite à des tours de passe-passe, parce qu'à ce moment-là, si Google ne paie pas l'amende, l'Europe se retrouve avec des taux de douane beaucoup plus intéressants pour l'exportation de voitures européennes vers les États-Unis. Donc bon. Et pour terminer sur ça, moi j'étais chez Microsoft juste après la grosse amende et la condamnation de Microsoft, là pour abus de position dominante, etc. Et là, ça a changé la boîte. Ça l'a d'ailleurs mis KO pendant presque 10 ans avant de retrouver une initiative Donc pour le moment, on n'a pas trouvé le juste... Alors pourquoi ça avait mis KO Microsoft à l'époque? Parce que l'obligation d'ouvrir Internet... Donc c'était le même type de problème qu'avait Google. C'était le fait qu'on était forcé d'utiliser Internet Explorer. Et ça, les remèdes qui avaient été demandés par le gouvernement américain, parce qu'en fait c'était d'abord une condamnation américaine, après il y a eu une condamnation européenne, tout à fait. Étaient extrêmement précis, faits pour faire mal, et ont obligé l'entreprise à complètement changer son approche vis-à-vis de l'Internet, ce qui d'ailleurs l'a fait largement décrocher de sa domination de fait de l'Internet et a laissé de la place à Google et à Chrome. Au début, Firefox, qui avait bien marché, puis après c'est Chrome qui avait enchaîné. Absolument. Donc on n'a pas atteint les objectifs. Yves ? Non, rien à rajouter, je pense qu'il a tout dit. Moi, quand j'étais chez HTC comme président, j'ai dû avoir affaire à tous ces géants. C'est extrêmement compliqué. La législation, si ça les embête, on franchit allègrement la ligne blanche. On paiera l'amende, on ne la paiera pas. De toute façon, l'important, c'est de continuer à avancer. Bon, donc je pense que tu as tout à fait raison. Je remarque juste quand même que la France a été courageuse, puisque l'Europe, hier, s'est complètement couchée devant Donald Trump. La France a eu au moins le courage de faire ça. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais voilà, c'est la seule chose que je relève et que je rajoute par rapport à ce qui vient d'être dit.
Voilà. Après, on verra. L'amende en France est de 325. Elle aurait dû être de 525. Ils avaient déjà baissé de 200 millions. Derrière, on peut se dire... C'est comme quand tu reçois ton truc, tu as une amende. Si tu payes tout de suite, tu payes 20% en moins. C'est un peu ça, on a l'impression. Après, c'est les plus petits qui vont peut-être regarder un peu quand ils voient sur quoi la CNIL les a retoqués. Ils vont regarder un petit peu pour voir si eux sont bien d'équerre. Parce que pour des plus petits, ça peut être des amendes de ce type-là. Ça peut les mettre un peu plus à plat. Mais c'est vrai que même, comme tu dis, la piqûre de moustique, c'est bien l'image, c'est que oui, ça nous ennuie. On est tous ennuyés à payer une amende, même, enfin voilà, par rapport à ce que l'on gagne et le niveau de l'amende. Ouais, tant que l'amende n'est pas suffisamment forte, on se dit, les prochaines fois, oui. Tous les remèdes au-delà de l'amende, c'est-à-dire qu'en fait, on peut créer ce qu'on a fait dans le démantèlement des monopoles, on peut créer forcer le démantèlement, etc. Mais on est quand même dans une période où on voit que la force est à l'argent et au bullying, et on voit qu'on a plus peur de sanctionner. Mais quand ils disent qu'ils collaborent, quand Google dit ah oui, mais on collabore étroitement avec la CNIL, c'est quoi la collaboration ? Alors, en général, il y a des conversations techniques entre les ingénieurs de Google et les experts de la CNIL. Ils disent, vous faites ça comment ? Ils répondent, etc. Ou ils répondent pas d'ailleurs. Mais en général, la collaboration, ça veut dire qu'il y a des échanges d'informations techniques et qu'il y a quelqu'un qui répond. D'accord. Et qu'après le siège dit on s'en fout. On fait. Non. Oui, ou alors non, mais je pense que après, d'après ce que j'ai compris, la CNIL n'aurait pas répondu en temps et en heure. Enfin, il y a eu un truc comme ça aussi, je crois. Google se retrouvait dans une situation où il n'arrivait pas à discuter, à avoir des échanges fluides avec la CNIL. Alors ça, c'est toutes les multinationales américaines qui ont le droit à traiter avec l'administration française. Et ça existe aussi avec Apple, avec tous ces trucs-là, ont du mal. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout le même logiciel. Les administrations françaises n'ont pas l'habitude de travailler avec des multinationales américaines, mais c'est à elles de s'adapter. Et la régulation, par exemple pour Google, ça a été piloté pendant très longtemps, soit au niveau européen, soit au niveau anglais, plus ou moins de l'Europe, soit complètement piloté des États-Unis. Ce qui veut dire que c'est très difficile parce que vous n'avez pas le même référentiel de loi, vous n'avez pas la même manière de répondre. Et donc, cette communication, elle est toujours très mauvaise et pas nécessairement pour des raisons... pas toujours pour de mauvaises raisons. Après, souvent, alors je ne peux pas dire dans le cas précis, il y a une certaine arrogance des ingénieurs qui disent « mais les mecs en face, ils ne comprennent rien ». Ce qui n'est pas toujours faux, faut être clair. Parfois, c'est difficile quand on est fonctionnaire à la CNIL et qu'on a été à traiter de façon... Et puis les outils législatifs, c'est là aussi faux. La boîte à outils dont dispose aujourd'hui une autorité de régulation comme la CNIL, etc., sont sans commune mesure en termes de qualité à la fois du contenu et des moyens mis à disposition, avec l'armée d'avocats hyper brillants que Google sait mettre en œuvre pour justement faire sauter l'amende. Ce sont souvent les grands gagnants de l'affaire, parce que les cabinets d'avocats... Oui. Exactement. On a parlé de Google, mais il y a Chine aussi, qui a été visée par la CNIL aussi, 150 millions. Voilà, c'était pour être le plus précis possible. Et tu vois, quand on dit, je termine juste, mais quand on dit le RGPD, ça paye jusqu'à 4, 8, 12% du chiffre d'affaires. Ça, on n'est pas encore... parce qu'après, comment on fixe ces montants-là ? Enfin, je pense qu'il faudra un jour que ce soit un montant vraiment significatif, mais avec le risque d'avoir un Donald Trump qui dit... bon, le RGPD, c'est au niveau européen que les choses se traitent, les fameux 10%. Et au niveau européen, von der Leyen s'est couché hier, encore une fois, grâce à Trump, donc on oublie. Bon, voilà, on arrête les amendes et on s'intéresse à un sujet qui risque de, alors si s'avère exact, changer beaucoup de choses sur l'assistant vocal Siri, que vous connaissez, qui aujourd'hui est un peu figé dans les années 80, qui est pas très intelligent, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui pourrait le devenir. Alors on en parle depuis de nombreux mois et il semblerait, en tout cas c'est une information qui a été communiquée par Bloomberg, que Apple se rapprocherait de Google pour intégrer Gemini dans Siri et pour en faire en fait une espèce de Perplexity maison. C'est assez intéressant. Je vous rappelle Perplexity, parce que c'est un moteur de recherche qui est boosté par l'IA générative, qui est complètement révolutionnaire. Et il semblerait qu'Apple aille dans cette direction avec Siri. Peut-être Yves, tu commences et après Thomas enchaînera là-dessus. Je voudrais commencer par féliciter
Frédéric, puisque Frédéric a appelé les moteurs de recherche d'intelligence artificielle des moteurs de réponse. Okay, c'est le mot que tu as employé déjà depuis plus d'un an, en disant c'est pas des moteurs de recherche, c'est des moteurs de réponse. Et c'est exactement le mot qu'emploie maintenant Apple. Donc, demande des royalties. Ça te permettra de payer tes amendes au cas où. Voilà, donc ça, c'était un petit coucou pour dire que manifestement, Apple nous écoute et nous copie. Donc, bravo. Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est que, en effet, on peut lire ces choses-là à plusieurs niveaux. Donc, il y a le niveau Siri en tant que tel. Quel est l'objet Siri ? Quelle va être sa fonction dans le futur, de quoi il va être doté et avec qui. Et il y a un deuxième niveau qui est la guerre du prochain smartphone. Qu'est-ce que va être le futur smartphone et comment il va se faire. Et je pense que cette information sur Siri, qui a été, ou l'intérêt que Google et Gemini ont avec Apple, peut se lire à deux niveaux. Donc le premier niveau, c'est celui de Siri. Donc ça veut dire que Siri, quelque part, change de fonction, change de fonctionnalité et va devenir un petit peu notre compagnon d'intelligence artificielle sur le smartphone. C'est ça que ça veut dire. Et que pour ce faire, comme Apple est en difficulté par rapport à sa technologie d'intelligence artificielle, elle va s'associer avec un des grands, que parmi ces grands, d'ailleurs, des fuites ont circulé qu'elle s'intéressait éventuellement à Mistral, mais a priori, c'est pas ça qui. Il n'y a rien de neuf et il y a cette information concernant Google qui s'est rajoutée là. Par contre, il y a cette information concernant Google. Il faut quand même savoir que Grok fait un procès à Apple parce que Apple refuse de les considérer. C'est encore un autre sujet, mais ça fait partie de la même chose. Mais surtout qu'Apple, au départ, s'est accoquiné, et toujours d'ailleurs, avec OpenAI. Et quelque part, ce serait le début d'une espèce de divorce ou d'une affinité moindre avec OpenAI. Et c'est là, c'est à travers cette lecture que j'en déduis qu'il y a une autre couche de lecture qui est celle du futur du smartphone. Pourquoi ? Parce que ça ne vous a pas échappé que pour 6,5 milliards, juste avant les vacances, OpenAI s'est associé avec l'ancien Jonathan Ive, gourou de Apple, Jonathan Ive. Donc j'imagine que Tim Cook et Jonathan, qui étaient très proches, puisque c'était vraiment les bras droits et gauche de Steve Jobs. Pas si proches que ça d'ailleurs. Hein. C'était plutôt Steve Jobs qui était proche de Jonathan Ive. Ouais. Je pense que Tim Cook et Jonathan Ive, c'était pas forcément Enfin non, mais on s'est compris. Ils travaillaient ensemble. Oui, ils travaillaient ensemble. Et en effet, Jonathan Ive a quitté Apple, a monté sa boîte et a vendu sa boîte à OpenAI. Et pourquoi faire ? Pour faire quelque chose sur lequel il est bon, c'est donc quelque chose, c'est du hardware, c'est-à-dire un objet. Donc évidemment, tout d'un coup, se pose la question de l'objet. Et Google, lui, qu'est-ce qu'il fait aussi des smartphones ? Il fait Pixel, et puis avec Samsung, il a un partenariat. Et puis avec Android surtout. Oui, c'est ça, avec Pixel, qui est le smartphone de Google sur Android. Pour être très précis, tu as absolument raison de mettre ce point, de clarifier ce point. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que le monde du smartphone, Apple et Android, sont en train, quelque part, de manière sous-jacente, de se dire « Attends, là, il va y avoir d'autres objets qui vont naître, ok, c'est reflété dans beaucoup d'émissions. Peut-être qu'il faudrait qu'on soit ensemble, d'une manière ou d'une autre, pour que le smartphone affronter tout ça et qu'on nous réfléchisse ensemble au futur du smartphone. Et que l'intelligence artificielle continue à travers le smartphone, qui est quand même le business principal d'Apple et pas un business secondaire chez Google, plutôt que de le voir partir dans des lunettes connectées qu'on maîtrise mal, dans des objets comme OpenAI est en train de faire avec Jonathan Ive ou Meta avec des lunettes, etc., etc. Donc on peut le lire, bien sûr, sur la partie Siri à proprement parler, mais on peut aussi le lire sur une guerre stratégique du hardware et d'essayer de faire vivre plus longtemps possible, voire même de faire gagner le smartphone contre à d'autres objets qui pourraient essayer d'envahir la cité fortifiée depuis un certain nombre d'années. Alors, moi, j'ai une lecture qui est un peu différente. Ne sois pas d'accord avec Yves. C'est pas parce que vous êtes pote que... Voilà. Je ne suis pas d'accord, Yves. C'est pas que je suis pas tout à fait d'accord, je lis pas du tout ça comme ça. Ça fait... Apple, aujourd'hui, a une dépendance désagréable dont il n'arrive pas à se défaire, un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, avec la recherche de Google, qui lui rapporte quand même 20 milliards par an.
Et la vision de Google, de toutes les manières, c'est je vais être présent sur tous les touchpoints. Google ne peut pas se permettre de perdre l'iPhone. Donc, d'où les 20 milliards. D'où les 20 milliards. Et d'où le fait que c'est quand même extrêmement difficile que ce lien se casse. Par contre, et là, Apple et Google sont sur la même ligne, ils ont tous les deux un challenge important sur l'AI. Google parce qu'il est hyper bon, mais qu'on considère que c'est nobody, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est fou. ChatGPT les écrase. En termes de share of voice, c'est-à-dire quelque part, les mecs, ils ont inventé toute la techno, ils ont les plus grandes équipes, les plus grands accès, mais on parle pas d'eux. On parle pas d'eux. Non, mais c'est exactement ça. C'est horrible. Et donc, c'est vrai que quand on est une boîte, on a une certaine de cette dimension-là, et c'est comme si on parlait pas de l'iPhone quand on parle de smartphone. Tim Cook, à un certain moment, commence à s'énerver. C'est quelque part, on est le smartphone. Donc, aujourd'hui, vous avez les deux géants de la Silicon Valley qui ont déjà une relation business forte, pour lequel Siri est une extension naturelle du moteur de recherche, puisque quelque part, on va chercher par la voix comme on va chercher. Et donc, d'une manière ou d'une autre, c'est déjà le cas. Parce que quand je fais une recherche Google améliorée via Safari, puisque c'est là où je suis déjà en train d'utiliser Gemini, même si ça ne porte pas son nom. Donc, je pense que ce qui se passe, c'est juste assez facile. Donc, en fait, pour résumer, finalement, Siri, ce serait le Safari vocal. Exactement. En tout cas, je ne veux pas laisser sur la voix s'installer quelqu'un qui fasse le coucou sur ma recherche, puisque derrière, il pourrait faire un coucou qui grandit. L'autre chose, ça montre aussi une difficulté, on avait discuté de ça juste avant l'été, Apple aimerait bien faire une acquisition. Sauf que Apple ne sait pas, n'a jamais su, acheter des boîtes pour plusieurs milliards. Et à chaque fois qu'il l'a fait, c'est une catastrophe. Donc, alors, les derniers en date, c'est quoi? C'est Beats. Voilà. Bon, c'est pas une catastrophe, Beats, si. En termes de combien ils ont payé par combien ça rapporte. Ouais, mais ça leur a permis d'accélérer sur Apple Music, de lancer leur service de streaming. Pas les trucs qui marchent. Oui, bien sûr. Oui. Je pense qu'heureusement qu'on. Oui, mais tu vois, par exemple, dans Beats, est-ce que dans les AirPods Pro, est-ce qu'il n'y a pas de la technologie Beats qu'ils ont pu utiliser parce qu'ils ont racheté la boîte? Tu vois? Je sais pas. Hein, ils ont payé ça très cher. Ils ont acheté ça très cher. HTC, qu'il avait déjà payé très cher lui-même. Donc je connais un petit peu. Ok. Donc ça n'a pas été une très bonne affaire. Ils ne savent pas faire des acquisitions chères. Donc ce que sait faire Apple, c'est des acquisitions d'équipes qui peuvent s'intégrer facilement dans Apple. Donc ils achètent. Et ça, ils en font des dizaines par an. Ils en font énormément, toujours sous le radar, etc. Là, ils sont sur un problème qui est que si vous voulez jouer, il faut acheter Perplexity. On avait parlé de 6 milliards, mais là, maintenant, on doit être à 10-12. Mistral à 12. Et là, on rentre dans un truc où, grosso modo, je pense qu'il y a un problème culturel à l'intérieur de. Qu'est-ce qu'on en fait Apple, si on rachète? Qui est probablement même pire que ça. Moi, j'ai connu ça quand on discutait avec des boîtes. On est tellement mauvais à acheter des boîtes si chères. Le seul qui achète des boîtes chères et qui finalement se débrouille pas mal, c'est Meta avec l'achat d'Instagram qui a été super smart, ou de WhatsApp. On dit mais les mecs sont complètement fous. Microsoft aussi. Enfin bon, ils ont eu quelques échecs. Oui, mais LinkedIn. Ils ont fait Skype. Ça. Grosso modo, les grosses boîtes de cette taille-là ont un problème. Et il y en a qui savent acheter, Cisco, Meta, et puis il y en a qui ne savent pas acheter. Et Apple, elle ne sait pas acheter. Donc c'est vrai que c'est assez logique si l'achat pour 20 milliards n'est pas valide, c'est quand même beaucoup mieux de dire je vais régler le problème de Google, je vais juste demander plus que les 20 milliards parce que je pense que derrière il y a du cash. Google redresse la tête en disant je perds pas donc tout le monde gagne. Donc c'est typiquement le deal Silicon Valley Base où on n'intègre pas d'étrangers, on n'intègre pas de technologie sous-jacente, on garde la Silicon Valley là où elle doit être. Oui, mais on signe un pacte avec Google qui va à l'encontre de la philosophie de vie privée de Apple. Alors moi, c'est ça. Alors voilà, moi c'est ça. Moi, je suis en train de me dire, là, alors soit Tim Cook, il est en train de vieillir brutalement, et ses équipes avec lui, parce que je trouve que là, tout d'un coup, il se passe... Écoute, on verra le 9 septembre, il va faire une keynote. Alors, ils sont déjà alliés avec Google, sur le moteur de recherche, mais là, quand même, sur l'IA qui est si important, on fait rentrer qui? On fait rentrer Google. Ça, c'est la première chose. Voilà, pour une techno clé, on fait rentrer quelqu'un qui est extérieur. Tu veux dire c'est le verre dans la pomme? Oui, mais plein de choses. La perte de différenciation aussi. Aujourd'hui, Apple joue toujours la carte d'être différent des autres. Là, tout d'un coup, si j'ai du Gemini sur iOS, est-ce que j'aurai du Gemini sur Android? Attends, je termine, juste mon petit truc. La deuxième, c'est comme tu l'as dit, la vie privée. Apple qui se gargarise de vie privée, tout ça, ils font rentrer effectivement le verre dans la pomme.
ils Ou le peuvent se loup dans la confronter. bergerie. Apple qui veut toujours être bien avec les instituts de réglementation, même s'ils ont pris la réglementation, ils s'allient avec Google. Est-ce qu'ils risquent pas un jour d'avoir un abus de position parce qu'ils sont deux géants autour de ça? Et puis, dernière chose, moi on entend Apple parler de tout ça, mais on ne les entend pas parler des autres services, alors que c'est les premiers à dire, voilà, nous, on met ça, mais vous allez voir sur Apple TV+, sur iTunes, sur tout ça va sur... Et là, je me dis, mais tiens, ils sont en train d'éteindre un peu plein de leurs grands principes, de ne plus suivre ces grands principes. Donc voilà, je me dis quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer chez Apple. Alors, quand on prend un moteur de recherche... Avec quand même des ventes d'iPhone qui continuent toujours à... Mais quand tu prends ton moteur de recherche, tu recherches sur Safari, tu es déjà en train de filer de l'information à Google. Donc là, on n'a pas dit que c'était Gemini qui allait remplacer Siri. On a dit que Siri allait utiliser Gemini. Ouais. C'est important parce que quelque part, Google, pour se rattraper dans cette guerre, essaie de devenir un opérateur d'AI d'infrastructure et de donner Gemini as a service dans des grands comptes. Parce que, effectivement, c'est insupportable. Il y a deux leaders des années 2010 qui sont complètement rattrapés, Alexa d'un côté et Siri de l'autre, qui sont de la technologie des années 2010, c'est-à-dire Et Google Home aussi. Et Google Home aussi, l'assistant vocal de Google, qui est de première génération. Oui, mais maintenant, ils ont... Alors, oui, ils ont Gemini, mais... Les équipes, maintenant... et donc, quelque part, moi, je vois plutôt une différenciation un petit peu... qui est quand même une stratégie de challenger, ce qui est quand même incroyable quand on s'appelle Google. Encore une fois, il y a quand même un aveu de faiblesse majeur de la part de Google de se rendre compte que son AI n'est pas suffisamment différenciant. De Google. Ouais. Qu'est-ce qu'ils avaient fait au départ? Ils avaient mis, on met dans Android Gemini et vous allez voir ce que vous allez voir. Pixel va être beaucoup mieux que tous les autres parce que l'AI est meilleur. Le consommateur, il veut prendre un iPhone, quoi qu'il arrive. En fait, le fait d'avoir une meilleure AI, ça ne fait pas acheter plus de pixels. Ça ne change rien du tout. Alors, on a eu, juste pour info, et pour les gens à y regarder, c'était mardi. Dans le replay de BFM, on a, alors c'est un exemple, un petit exemple, mais c'est Bruno Guglielminetti qui est un journaliste qui intervient régulièrement Tech & Co et qui nous a expliqué. C'était la semaine dernière, ça. Qui bascule de 17 ans d'iPhone vers un Pixel. Pourquoi? À cause de l'AI. Parce que justement, il y a plein de fonctions qui simplifient sa vie. Il nous en a décrit plusieurs. Alors bon, c'est un petit exemple, mais c'est le petit bruit. Juste un point que je voudrais aussi souligner. Rapide, et après on arrête. C'est tout ce qui est en train de se passer sur les agents. Okay, et aujourd'hui, dans une application, il faut des agents. Et dans l'application shop d'Apple, il va falloir qu'ils mettent à disposition des gens qui font les applications, la météo, les horaires des trains, enfin tout ce que vous voulez, des agents intelligents. Et aujourd'hui, Apple ne sait pas le faire. Or, Google sait le faire. Donc, il faut aussi, par-delà Siri ou via Siri, à travers de Siri, pouvoir avoir un application shop qui garde le niveau technologique de ceux des concurrents. Et aujourd'hui, si Apple ne fait pas un deal rapidement, il se peut très bien que dans les 2-3 ans à venir, son application shop ne soit pas du tout au niveau, et donc que les gens abandonnent. Et quand on abandonne les applications parce qu'elles ne sont pas à niveau par rapport à celles des concurrents, et entre autres de Google avec Gemini, c'est le début de la changement pour Apple, là, tout ce qui est en fait. Non, mais là tu changes tout dans ta chambre. Hein. tu mets le lit sous la fenêtre et le. Pour résumer, Gemini est en train de devenir de l'infrastructure et ils essaient de vendre de l'AI as an infrastructure, qui est quand même ce que Google pourrait le mieux. Rappelez-vous que en fait, même iCloud tourne déjà sur Azure. Enfin, Apple, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir l'interface consommateur. Ils sont beaucoup plus cool pour tout ce qui est caché. On verra bien. En tout cas, très intéressant cet échange. Vous restez avec nous bientôt 20h. Petite pause dans Tech & Co, la quotidienne, et on va poursuivre ce débrief de l'actu-tel avec Thomas, avec Yves et avec Fred. Dans une minute, on est de retour. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, 20h01, le retour de Tech & Co, la quotidienne, avec ce soir sur le plateau de Tech & Co pour des échanges passionnants. Je vous invite, si vous venez de nous rejoindre, de réécouter le replay de la première demi-heure. C'était super, concernant sur le devenir d'Apple et la stratégie qu'Apple pourrait prendre dans l'intelligence artificielle. Frédéric Simotel, donc journaliste à BFM Business, Yves Maître, operating partner chez Jolt Capital, ancien président de HTC, et Thomas Serval, PDG de Barracuda. Tu étais en Chine cet été, Thomas. On va en parler dans un instant de la Chine, puisqu'on va évoquer BYD. Mais auparavant, on va commencer par BYD. Après, on évoquera Huawei. Parce que ce qui se passe, c'est que on l'évoque régulièrement dans Tech & Co, la quotidienne. BYD est un peu
le surdoué du véhicule électrique chinois. Hein. Ils ont aussi une attitude qui est très agressive envers l'Europe. Ils investissent tous les salons européens, ils présentent leurs nouveautés. Fred, au salon de l'auto, on y était, nous. Hein, oui, on y était, on l'a vu. On a vu le stand BYD, c'était impressionnant, on a pu rencontrer leurs dirigeants, etc. Et puis rappelons qu'au départ, ce n'est pas un fabricant de voitures, c'est un fabricant de composants, de batteries, de puces. Et aujourd'hui, ils ont, je crois qu'ils ont 5 sous-traitants, c'est tout. Tout le reste, c'est eux qui le font. Voilà, c'est eux qui font. Sauf que, eh bien, BYD, là, gros trou d'air. Hein, là, il y a un petit problème. Le numéro 1 chinois d'automobile abaisse de 16% ses objectifs de vente en 2025. Et alors, c'est la guerre des prix. Parce qu'en ce moment, en Chine, eh bien, tout le monde se bat sur les prix des véhicules. Yves, et après Thomas. Alors, je ne sais pas par quoi on peut commencer, parce que c'est un sujet qui est absolument passionnant, aussi bien d'un point de vue technologique que d'un point de vue stratégique. Stratégique d'une marque, mais stratégique au niveau géopolitique et des droits de douane, etc. Alors, BYD, en effet, c'est une toute petite entreprise. J'ai eu la chance de rencontrer, je crois que c'était 2005 ou 2006, un des 2 cofondateurs. Je me souviens très bien, c'était à l'Intercontinental à Shenzhen, sur le fauteuil de l'entrée. Le mec ne parlait pas un mot d'anglais, il ne parle toujours pas d'ailleurs, parce que je continue à le voir de temps en temps. Et il me racontait, en fait, il m'avait été introduced, on dit présenté par le CEO de TCL, qui venait de racheter la partie mobile d'Alcatel, parce qu'il faisait ses batteries de téléphone. Et donc, moi, poliment, avec le traducteur entre nous, je lui dis, mais quelle est votre vision d'avenir? Vous faites des batteries de téléphone pour un fournisseur d'un fournisseur d'un fournisseur. Et le gars me dit, tranquillement, en chinois, donc le traducteur traduit, on va faire des voitures électriques. Et je me souviens d'être sur le fauteuil. 2006, on va dire. Ouais. D'être sur le fauteuil en me disant, oh là 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 là. Alors, lui, soit il est fou, ouais, soit il a beaucoup. Soit il est hyper visionnaire. Bref, ok, soit il est hyper visionnaire. Il était hyper visionnaire. Donc ça, c'était pour la petite anecdote gentille. Qu'est-ce qui se passe sur le marché chinois de l'automobile? Il se passe qu'en effet, il y a une guerre des prix, mais il y a aussi une guerre de l'offre, au sens qu'il y a énormément de constructeurs. Il y a plus d'une vingtaine de constructeurs. Trop de constructeurs? Trop de constructeurs. Oui. Et que parmi eux, chacun d'eux a une gamme pléthorique. Donc, quand on va en Chine, on n'arrive même plus à se souvenir de toutes les marques, de tous les modèles. Enfin, il faut avoir fait je sais pas, des jeux de je ne sais pas quoi. Ouais, mais après, c'est un pays qui est immense. Est-ce que finalement le nombre de 1,3 milliard. Est-ce que c'est pas dimensionné justement par rapport à la population du pays? Ce qui se passe, et c'est exactement ce qui s'est fait sur le smartphone, sur les télévisions, sur les VCD, sur tout ça dans le consumer product en Chine, c'est-à-dire que au début on lâche les chiens, les chiens se mangent entre eux, hein, c'est l'histoire des loups, et puis à la fin il en reste 4 ou 5. Et les 4 ou 5, c'est les plus forts. Par le gouvernement. Et c'est piloté par le gouvernement. Et les 4 ou 5, c'est les plus forts. Ils ont la tech. Ils ont racheté les petits concurrents qui leur manquaient, etc. Ils ont assaini le marché. Et à ce moment-là, on commence à remonter tout ça. Ça marche toujours comme ça en Chine. Ce n'est pas une surprise. Okay. Et là, on en est où alors? C'est-à-dire que Non, là, on est au milieu de la guerre. Okay. Bon, alors, on voit quelques gros. On voit quelques gros. On pense bien que BYD, qui est quand même le 6e constructeur mondial, et c'est le premier constructeur mondial en voiture électrique et hybride. Okay, et c'est le premier chinois, BYD. C'est le premier chinois, et c'est le 6e mondial en nombre de voitures. Donc, eux n'ont pas de souci à se faire, en fait. Ils ne vont pas être mangés par les autres. Ils sont déjà dans les gagnants. Okay. Alors, ça, c'est une première lecture. On pourra y revenir. Après, de nouveau, il faut regarder le coup suivant. Parce que ça pourrait être considéré comme une bonne nouvelle de voir que BYD a un coup de faiblesse. En fait, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'industrie européenne. Pourquoi? Parce que quand vous ne pouvez plus croître votre marché chez vous, vous êtes obligé de faire l'export. Parce que de toute façon, on ne peut pas ne pas croître, parce que sinon le vélo tombe. Quand on arrête de pédaler, le vélo se casse la figure. Donc de toute façon, BYD, d'une manière ou d'une autre, va prendre le taureau par les cornes et va se dire, il faut que j'aille à l'export. Et quand on va à l'export en électrique, l'Europe, les États-Unis, c'est bloqué. Enfin, on a bien compris. Oui. Donc, il reste le Japon. Enfin, avant qu'on vende beaucoup de BYD au Japon ou Toyota, le premier constructeur mondial, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc, l'Europe est là. Donc, l'Europe. Okay. Alors, on va dire oui. Il y a l'Inde. Est-ce que l'Inde est un marché intéressant? Mais non, pas sur les voitures électriques et pas à ce prix-là. Pas assez d'infrastructure. Un Indien qui veut acheter une voiture aujourd'hui, il va continuer à acheter une Mercedes ou une BMW pour le standing. Une voiture à essence ou à diesel. Une voiture à essence. Donc, l'Europe. On se dit l'Europe. On se dit, génial, nous avons mis les barrières douanières. Okay. Sauf que les barrières douanières s'appliquent aux voitures électriques. Mais eux, ils ne vont pas venir avec des voitures électriques, ils vont venir avec des voitures hybrides.
ce qu'ils appellent les extension range. Okay, ça veut dire quoi? On a vu ça veut dire qu'ils ont un tout petit moteur, c'est une voiture électrique, et ils ont un tout petit moteur qui est en gros un gros alternateur, qui fait que quand on a pu suffisamment d'électricité dans sa batterie, c'est-à-dire au bout de 500 ou 600 km, on a le petit C'est un moteur, groupe électrogène, en fait. c'est un groupe électrogène qui vient quelque part se substituer à la batterie. Et qui recharge la batterie. Qui recharge la batterie ou qui va directement sur les... Mais qu'importe. C'est le même concept que BMW avait sorti avec sa première i3, on s'en souvient. C'est ça. Qui était, moi, j'adorais. Qui était une voiture bien sympa. Sauf que ces voitures-là ne tombent pas sous le coup des douanes. Donc, elles peuvent rentrer sans problème. Premièrement. Et deuxièmement, nous, Européens, tous, on a abandonné l'i3 pour ne faire que de l'électrique. Donc là, ils vont rentrer comme dans du beurre, sans droit de douane et sans concurrent. Avec un produit qui est au point, puisque c'est 80% du marché chinois qui est de l'extended range. Et là, où on avait mis des barrières, ils rentrent par la fenêtre et on va se retrouver. Je ne vois pas comment on va pouvoir régler ce problème. On va avoir une bonne nouvelle quand même. Toutes les BYD, c'est des clients à nous. Ils ont mis du Radioline, qui est le produit qu'on a créé ensemble il y a 20 ans pour Orange, pour mettre de la radio dans les objets connectés. Et donc tu vas gagner beaucoup d'argent. Tous les constructeurs chinois. Et donc, en fait, par rapport à ça, je t'ai interrompu, mais... Non, je t'en prie. Bon, déjà, tout est piloté. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'industrie chinoise, c'est qu'il n'y a jamais d'aléa. C'est piloté comme nous, on a piloté le nucléaire. Le plan, c'est on passe à l'électrique. Je vous donne un exemple. En 2006, l'EDF chinois vient nous voir, une petite filiale de Hong Kong. Il nous dit on a besoin de 3000 stations de recharge. On sait qu'en France, vous êtes bon en électrique, en infrastructure électrique. Est-ce que vous savez faire ça? On ne savait pas. Mais c'est pour vous dire qu'en 2006, pendant que le patron de BYD... Imaginez le futur de sa boîte. L'EDF chinois était déjà en train de se demander comment il allait construire des stations de recharge, parce qu'on parlait de l'Inde. L'Inde n'a pas eu cette idée. Et donc, ça a été déjà planifié, mais... Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Ce que tu as expliqué sur les loups qui se mangent entre eux, c'est totalement fait. Et alors, comment le gouvernement l'a organisé? C'est simple. Il donne l'équivalent de BPI, si vous voulez, il donne des primes si vous atteignez certains seuils. La DARPA fait la même chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le self-driving car a été initié après chez Google, après un concours de la DARPA, où il fallait traverser le désert de Mojave avec une voiture autonome. Et si vous y arrivez, vous touchez $1 million, $5 millions. Les Chinois, ils ont fait la même chose. Ils ont dit, si vous faites plus de 200 km d'autonomie, vous touchez whatever. Et ils ont continué à faire ça chaque année en augmentant le seuil. Et comme ça, ils ont éliminé les boîtes qui n'avaient pas le plus de l'argent public sont mortes. Donc en fait, non seulement le fait de s'entretuer a été fait, alors il s'est passé une autre chose, et c'est pour ça que c'est totalement un épiphénomène, les moins 15%, c'est anecdotique. C'est totalement anecdotique. Ce qui n'est pas du tout anecdotique, c'est deux choses. C'est que, vous avez peut-être constaté que, si vous roulez, moi je viens de Chine, donc j'ai vu toutes les marques. La manière de les caractériser, c'est pas par rapport à leur marque, c'est plutôt tiens, ça ressemble à une Cayenne, ça ressemble à une. En fait, il y a 3 marques qui copient Tesla, 3 marques qui copient Porsche. Donc on connaît pas le nom de la marque. On se souvient pour les Européens et puis pour les Chinois de ça ressemble à une Toyota. Donc c'est-à-dire qu'on n'achète pas une marque, on achète un look, un design de véhicule. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, je ne sais pas quelles sont les marques, mais par contre, je vois les designs de véhicules. Il y a à peu près 3 catégories. Il y a les MeToo des Tesla, les MeToo des Porsche, et puis il y a les MeToo des Range Rover++, et avec 4 marques, parce qu'en Chine, on achète un statut, d'accord? Plus c'est gros, plus ça fait cher. Donc vous n'aurez jamais la MeToo d'à 2 chevaux, pour résumer. Ça n'a pas il n'y a pas de marché. Et donc, donc, vous avez peut-être remarqué que Huawei, c'était complètement... alors, je sais pas, toi, tu n'as pas le droit d'en parler, mais moi, oui. Huawei s'était retiré un peu du grand public, mais il a gardé un savoir-faire de vendre à l'international. Le gouvernement chinois a demandé à Huawei de faire la chose suivante. Tous mes fabricants automobiles, il faut qu'ils fassent de l'export. C'est devenu une obligation absolue pour l'ensemble des industriels chinois d'exporter. Et maintenant, il semblerait que le gouvernement chinois, un peu comme il fait pour les 200 km, doit donner un incentive si vous allez à l'export. Donc, où est-ce qu'ils vont? Ils vont d'abord en Afrique quand ils peuvent, Afrique Moyen-Orient qui est ouvert, ils vont en Amérique du Sud comme des fous, et puis ils arrêtent les États-Unis parce qu'ils savent qu'ils vont se faire taper, et en Europe, ils n'ont pas encore complètement trouvé la solution, c'est une conversation qu'on a avec eux en ce moment. Et alors, comment ils font? On va demander à Huawei de nous aider à fabriquer des voitures. Pas à fabriquer des voitures parce qu'ils savent déjà, parce qu'ils étaient déjà à la chaîne de sous-traitance, mais comment je fais une interface utilisateur qu'un consommateur européen comprend, parce qu'on ne lit pas dans le même sens, et comment je fais du marketing pour que le consommateur européen me désire. Oui, parce que c'est vrai que Huawei a été fortement occidentalisé ces 20 dernières années. Et donc aujourd'hui, Huawei a 2 divisions.
une division qui fait l'OS des bagnoles pour aider les voitures à être plus et une division qui fait le marketing et le go-to-market des voitures. Et qui vont. Mais Huawei n'apparaît pas. Un nom dessus, l'un s'appelle Yingwang et l'autre s'appelle IMA. Voilà, comme ça. Mais Huawei n'apparaît pas en fait. Huawei n'apparaît pas. C'est vraiment là en sous-main tout ça. Et donc quand vous allez maintenant dans un magasin Huawei qui ressemble à un Apple Store, ils vendent maintenant les voitures comme on vend des smartphones. Et qui achète ces voitures? Le même mec qui achetait les smartphones. Donc moi j'ai été essayer la voiture à 400 000 € dans le magasin Huawei, qui est la super Mercedes Maybach avec tous les gadgets possibles. Et alors ça c'est intéressant, quand on parle avec les Chinois, en fait ils pensent pas tout à fait que leurs voitures sont aussi bien que les occidentales. Pour un point, notamment les gens un peu âgés, ils disent oui, en fait c'est des batteries avec c'est du logiciel, c'est du smartphone avec des roues. Sauf qu'en termes de safety, et alors ça c'est pas public, de sécurité, de sécurité, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que quelque part, il y a des sites chinois sur les réseaux sociaux qui montrent à quel point... pour tout ce qui est crash test, les crash tests, c'est pas joli. Alors, pas ceux de BYD qui est au standard européen parce que c'est leader. Parce qu'ils sont prêts. Et puis parce qu'ils sont prêts. Ouais. Mais les Xiaomi... qui vendent maintenant des bagnoles, etc. Alors là... tu veux dire par là que Xiaomi risque de se retrouver bloqué à l'entrée de l'Europe parce que leur voiture n'est pas au niveau de la sécurité escomptée. Je donne des idées à éventuellement un régulateur européen qui maintenant a compris qu'ils allaient se faire bypasser par le truc. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux chinois, ce qu'on se rend compte, c'est que maintenant, une voiture, elle est super désirable parce qu'on l'achète maintenant comme on achète un smartphone. Elle se vend au même endroit que les smartphones. Et par contre... en safety, il y a encore des choses que Mercedes, Peugeot, etc. peuvent apporter. Est-ce que c'est pas une décision de choix pour les Chinois? C'est ça qui est intéressant. Visiblement, ils n'ont pas peur, mais c'est une décision. Et puis le dernier point que je voulais avancer, c'est le self-driving car. Donc en fait, à chaque fois que la conduite autonome. À chaque fois que je venais ici, je vous expliquais que le problème n'est pas très résolu parce qu'il faut à la fois contrôler la route, les cartes, le logiciel. Enfin, j'avais déjà expliqué ça dans plusieurs émissions. En fait, là, j'étais en Chine, j'étais avec le patron du numéro 1 mondial de la brosse à dents, et il m'a montré sa voiture, une Xpeng. Donc, c'est une des marques chinoises qui est peut-être la numéro 2 ou la numéro 3. Ils ont même un modèle volant. Oui. Ils ont un modèle volant, oui. Et ils ont même un modèle, une espèce de gros 4x4 à l'intérieur, un petit hélico. Un petit hélico, oui. On l'avait vu, je crois qu'on l'avait vu à Las Vegas. Je suis allé dans le gros 4x4, il a appuyé sur un bouton, et on est allé dans sa résidence, dans une route de montagne, en croisant tous les obstacles que je ne pensais pas être résolus, sans jamais toucher le volant. Donc, ce qu'il faut vraiment... Une vraie presque du niveau 5. Ah non, peut-être, pas presque, du niveau 5. Non. Moi, j'étais au bord de la crise cardiaque. Non, ils ne sont pas au niveau 5. Je pense en tout cas, il n'a pas touché le volant pendant 15 minutes. Mais le niveau 5, c'est un peu plus que ça. Mais c'est quoi? C'est du 3-4? Ils sont aujourd'hui, les meilleurs Chinois sont à 3+, ok. Beaucoup sont à 2,5. Enfin, c'est les tests, je veux dire, aujourd'hui. Et objectivement, c'était le même niveau. C'est peut-être une impression. Oui, mais après c'est déjà remarquable. Après, tu prends une Tesla aux États-Unis, elle part d'un point A à un point B sans intervention humaine. Absolument. Ah non, mais j'ai fait la même chose en Tesla. J'étais pas du tout au même niveau de confort, et puis surtout. Quand je suis sur une autoroute, on n'en parle pas. Là, on parle de petites routes de montagne avec des obstacles qui, quand moi j'étais chez Google et qu'on parlait de ces trucs-là, on me disait ça, on pourra jamais. On n'y arrivera jamais. C'est impressionnant. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est impressionnant. Donc, et ça, j'avais pas vu ça il y a 3 mois, pour être clair. C'était vraiment des progrès. Et moi, je disais là, cet après-midi, quand je voyais aussi la baisse de 16% de BYD, par rapport à ce que vous disiez, je lisais un papier, c'était un papier chinois traduit, qui disait aussi que sur les 1 milliard de Chinois, le marché n'est pas encore fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, en France, il y a des gens sur Peugeot. T'as des gens, ils sont complètement ouverts. T'as des gens, ils sont voitures allemandes. Là, on a des générations de gens, mais même des quinquas, qui n'ont jamais acheté de voiture, donc allez bien, celle-là, elle ressemble. Ils ne sont pas encore attachés à une marque. Donc il y a ce souci-là aussi. Très fluide. Et donc, si une autre plaît, on va changer de voiture. On n'est pas encore comme chez nous, où tout le monde a connu le Pro Citroën, le Pro Peugeot, le Pro Renault. Si je me permets, tu as absolument raison. Par contre, il y a un grand changement ces 2 dernières années, c'est qu'ils ne se sont pas attachés à une marque, mais ils se sont détachés des marques européennes. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir une Mercedes, une BMW ou une Audi, ça n'a plus de sens pour eux. Ça n'a plus de sens pour eux. Ils sont en train de faire ça avec les avions aussi, puisqu'ils ont créé leur propre. Oui, enfin. Non, mais c'est vrai. Enfin, je pense que pour le moment, leurs avions n'ont pas toutes les certifications pour voler à l'intérieur de la Chine. En Chine. Oui, en Chine, en vol intérieur, oui. Ils ont leurs Airbus, qui sont d'ailleurs des copies d'Airbus. Sur ces sujets-là de safety, des trucs. En fait, on a discuté
Thomas, rapidement, parce que j'aimerais qu'on passe à SFR, il nous reste 10 minutes. En fait, j'aimerais qu'on prenne le temps sur SFR. C'est beaucoup moins coûteux pour une boîte chinoise de développer son AI en Chine, parce que le gouvernement contribue énormément et leur donne accès à énormément de données qui seraient totalement incapables de récupérer en Europe. Et donc ça crée un avantage concurrentiel très important. Donc ils avancent plus vite. Et ils avancent plus vite, tout simplement. Passionnant. Franchement, ça me donne des idées d'émissions entières avec ces deux garçons-là. Hein. C'est top. Et on n'a même pas parlé, enfin à peine parlé de tout ce qui est la data. Hein, oui. C'est un vrai sujet. Mais vous savez quoi, et heureusement, vous entendez bien tous les deux, ça va. Ça va. Vous allez revenir. On va essayer de trouver une place dans votre agenda pour faire une émission spéciale. N'oublions pas que Huawei Cloud était présent au dernier salon de l'auto. Absolument. Un petit stand, mais absolument. Absolument. Les amis, il nous reste 10 minutes. J'aimerais qu'on évoque aussi l'un des sujets chauds du moment, c'est que va devenir SFR. On en parle de temps en temps dans Tech & Co. On voit que petit à petit, il y a des checkpoints qui se passent. Il semblerait que maintenant, voilà, le démantèlement, en tout cas la vente des SFR, soit inéluctable. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça va devenir ? Il y a une news qui est tombée aujourd'hui qui évoque en fait un consortium des opérateurs télécoms, donc Orange, Bouygues et Free, qui pourraient donc s'associer pour démanteler et racheter en fait en bout SFR. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Alors, tous les deux, vous avez en plus une vision des télécoms. Toi, Yves, tu as travaillé chez Orange, tu connais ces sujets-là par cœur. Thomas aussi, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses, Yves ? Le plus concentré possible, pour laisser la parole après à Thomas et Fred. Ce que je pense, c'est qu'il y a un sujet économique et un sujet politique. Le sujet économique, c'est que SFR va pas bien, que SFR ne peut pas continuer financièrement dans l'état où il est, et donc il faut racheter SFR. Donc au départ, Drahi a commencé à vendre en appartement. Mais il a renégocié sa dette, là, Drahi. Il a renégocié ses dettes, etc. Non, ça ne suffit pas. Et donc maintenant, il faut revendre SFR. Il gardera probablement d'autres choses, mais SFR, il faut le revendre. Donc il y a deux options. Soit on le revend à des Français, soit on le revend à des non-Français, c'est-à-dire des étrangers. Okay, bon. Ça, c'est le premier sujet. C'est le bruit qui a couru un moment, que ça pourrait être... Ils disent qu'ils n'ont pas eu d'offre, mais on entendait le bruit de fonds, notamment du Moyen-Orient, de Moyen-Orient. Mais a priori, ils n'auraient pas reçu d'offre ferme. Donc ça, c'est la partie économique. Il y a un problème économique, il faut le régler, il faut vendre. À qui on vend ? Il y a des Français, il y a des étrangers. Et puis, où est-ce qu'il y a des Français, où est-ce qu'il y a des étrangers ? Sachant que Drahi veut en tirer le maximum. Donc, sachant que ses créanciers veulent en tirer le maximum. La boîte appartient aux créanciers, même si Drahi garde la main. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est du droit de la consommation. Est-ce qu'il faut 3 opérateurs ou 4 ? S'il y en a 4, il y a plus de concurrence. Donc théoriquement, et d'ailleurs pratiquement, on a vu Free rentrer, les prix ont baissé. Si on réduit à 3, est-ce que les prix vont monter ou pas ? Ça, c'est une question d'ordre d'économie pour le citoyen français. C'est mathématique. Si on passe à 3 opérateurs, les prix vont augmenter, ça c'est clair. Le régulateur, ce qu'il a imposé en Espagne, impose un contrôle des prix, et c'est des engagements que les opérateurs sont prêts à prendre. Mais après, s'il y en a 4, évidemment, chaque opérateur a une part de gâteau plus petite. Comme les coûts d'investissement, que ce soit dans la fibre, que ce soit dans la 5G, etc., sont tels, et dans les technologies à venir, sont tellement importants que moins il y a d'opérateurs, plus les opérateurs vont être forts et plus on va pouvoir dire qu'on a une vraie politique de télécommunication. Or, une politique de télécommunication, on le voit bien à Starlink, on le voit bien avec la guerre en Ukraine, ça devient un objet de souveraineté. Donc le gouvernement... Ce qui était moins avant. Donc le gouvernement est un peu déchiré ou écartelé entre une partie qui dit je préfère 4 parce que c'est le pouvoir d'achat des Français, et une partie qui dit je préfère 3, ce qui a toujours été les propos des opérateurs, évidemment, qui préfèrent eux gagner un peu plus d'argent pour le réinvestir, en disant à 3, on a plus de chances de garder notre souveraineté. Et ce d'autant plus que si le 4e est un étranger. Et sachant qu'il est actionnaire de l'un des 3. Sachant qu'il est actionnaire de l'un des 3 qui est Orange. Ouais. Okay, c'est public et voilà. Bon, parce qu'historiquement, Orange c'était France Télécom et il y a toujours des fonctionnaires qui travaillent chez Orange. Bon. Et c'est très bien comme ça, il faut un boulot absolument remarquable. Donc on est dans cette situation. Un peu beaucoup.
Non, il y a eu. On ne va pas rentrer dans ce débat. On n'a pas dit ils étaient beaucoup quand on a eu le succès, quand Orange a fait un énorme succès aux Jeux Olympiques. On a dit ils ont super bien travaillé parce que c'est vrai. Donc je m'excuse, il ne faut pas tomber dans la polémique de dire les fonctionnaires ils sont trop nombreux. Dans le cas d'Orange que je connais, c'est pas vrai. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, moi j'assume en tout cas ce propos que je viens de dénoncer un peu fortement, je m'en excuse. Non, mais ils sont pas trop, mais il y en a assez. C'est pas la peine d'embaucher encore plus chez Orange. Par rapport au modèle économique de la fibre... Je ne suis plus chez Orange, je n'ai pas ces chiffres-là. Grosso modo, par rapport au modèle économique de la fibre, en fait, le dimensionnement d'Orange, il a été pensé pour le monde du cuivre. Et donc, en fait, l'avantage qu'a la fibre, c'est que son taux de panne est 1% de ce qu'était le taux de panne donc, pour maintenir le réseau, il faut moins de personnes. Mais c'est pour ça qu'ils ont sorti vers des distributeurs extérieurs et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas redéployer ces personnels vers d'autres fonctions. Et après, la pyramide des âges d'Orange a été largement enflée au début des années 80 sur la partie fonctionnaire, puisque quand la gauche a eu besoin de faire baisser le chômage, elle a artificiellement fait embaucher par France Télécom et d'autres grandes sociétés publiques des fonctionnaires dont on n'avait pas vraiment besoin à l'époque et qui sont encore sur le payroll des opérateurs jusqu'à la fin de leur carrière. Mais qui sont en fin de carrière, là. Absolument, jusqu'à la fin de leur carrière. Donc ça veut dire que ce problème n'est plus un problème. Ok, on referme la parenthèse parce qu'on se repositionne sur SFR. Donc, et juste un dernier point avant de laisser la parole, c'est que s'il y en a 4 et que SFR est racheté par un étranger, qu'est-ce qui va arriver pour les trois autres et qui, parce que 4 c'est quand même beaucoup pour un petit marché, et si on a un autre qui venait être en difficulté, qui ce serait entre Bouygues, Free et Orange? C'est une vraie interrogation. Donc les trois ont intérêt à s'allier, ont intérêt à s'associer pour mille et une raisons qu'on vient d'expliciter, pour ensemble reprendre SFR. Thomas, ton point de vue là-dessus. La problématique des télécoms en Europe, parce qu'il ne faut pas le regarder avec le prisme franco-français. C'est ce que j'allais dire. Ah, désolé. Non, vas-y. Il y a 60 opérateurs quand il y en a contre 3 aux États-Unis, et on voit bien que c'est l'Europe qui est contre Poutine, etc., et que la problématique de la souveraineté ne doit pas se penser à l'échelle française. Donc, si on pense que la problématique de la souveraineté se pense à l'échelle européenne, de toutes les manières, il faut qu'en Europe, il y ait une consolidation. Pour qu'il y ait une consolidation, il faut qu'il y ait des acteurs qui soient suffisamment puissants pour consolider les autres, qu'il y ait des plateformes technologiques qui émergent avec suffisamment d'utilisateurs pour que les coûts qui sont incrémentaux dans la partie logicielle, qui n'est pas l'expertise historique des opérateurs, puissent être couverts par le nombre de consommateurs. Ça serait un big bang commercial, ça, c'est impossible, non? Aujourd'hui ce qui est en train On pourrait imaginer un Orange et un Deutsche Telekom, par exemple. C'est ça que tu imagines. Non, mais c'est pas ça. C'est ce qui s'est... Il y a eu des essais au cours des... Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Le seul qui y est arrivé, c'est Deutsche Telekom. KPN. Ouais. La plupart des gens qui ont essayé de le faire, pour le moment, se sont heurtés à la régulation européenne qui est pensée par pays. Donc en fait, il y a 2 couches de régulation. Il y a une couche de régulation des télécoms pays et une couche européenne. Et puis après, il y a la couche de la concurrence. Et en fait, là, la problématique, c'est qu'on a un régulateur qui a comme objectif de la qualité de service pour le consommateur. D'accord. Ce qui lui importe, c'est est-ce que le consommateur, donc l'ARCEP, pour être très clair, et eux, aujourd'hui, qu'il y en ait 4 ou 3, ils peuvent vivre avec si la qualité de service est garantie. Et on voit que quand SFR va pas bien, il n'investit pas assez dans le réseau, la qualité est merdique, etc. Donc il y a un intérêt pour le consommateur. Bon, ça va, c'est pas gentil de dire merdique parce que c'est quand même une très bonne qualité à l'échelle mondiale. La qualité consommateur, et donc quelque part, il y a un besoin d'un investissement dans ce domaine-là. Aujourd'hui, ce qu'on sait au niveau économique, au niveau macro, c'est que dans tous les pays, quand il y a 4 opérateurs, le premier gagne pas mal d'argent, le deuxième gagne un peu d'argent, le troisième est juste à l'équilibre, le quatrième perd de l'argent. Ce qui veut dire, et ça reprend ce que dit Yves, que quand on a un quatrième qui est imposé par la régulation et que celui-ci il va perdre de l'argent, il faut voir d'où vient l'argent. Et donc, quand Free a été créé, il a été largement aidé par Huawei qui lui a fourni des équipements. Donc on a pris de l'argent chinois pour être... Et si ça, c'était avant tout le scandale. Non, mais c'était super bien joué de la part de Xavier, ça. Ouais. Mais maintenant, si on recrée ou on permet à un autre opérateur qui ne sera pas profitable d'arriver, le système va fuir. Et jusqu'à présent, tant qu'il fuyait et qu'on était dans un cadre européen, parce que l'équipementier, il était européen, c'est pas grave. Mais maintenant, il n'y a plus d'équipementiers. Il ne reste plus que 2 qui sont presque plus au niveau international. Ericsson et Nokia. On a un problème de fuite générale de l'écosystème des télécoms qui était une des forces de l'Europe jusqu'à présent. Et puis le souci que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on je reprends l'exemple de la France, donc on a un premier qui est assez puissant et que c'est pas même si le 2, 3, 4 s'alliait, il pourrait pas être aussi puissant.
pour que le 2, le 3 remonte au niveau du 1, il faut qu'il y en ait un qui soit en forte croissance. Or, aujourd'hui, on ne peut pas. Et c'est pour ça que ce que tu disais était important. Moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à l'échelle européenne, mais il est temps aussi d'abattre un peu ces frontières, parce que c'est pas normal qu'un Orange, pour acheter un opérateur espagnol, ça prenne des lustres, il y ait plein de contraintes réglementaires et tout ça. Il faut que ça aille beaucoup plus vite, ce genre de choses. Mais enfin, je parle d'Orange, mais je parle de Free aussi. Free sur l'Italie. Iliad fait des acquisitions à l'international. Un très bon travail. Aujourd'hui, Iliad est celui qui a la stratégie européenne la plus crédible, technologiquement. Et donc, c'est vrai qu'on a quand même intérêt, si on pense que la France doit encore jouer un rôle en Europe, à favoriser l'émergence de champions pan-européens. Il y en a 2 qui peuvent jouer, Free et Orange. Et le problème, c'est que les régulateurs, s'ils regardent un peu ce jeu de domino, enfin ce jeu d'échecs là entre les 4, il va regarder ça. Enfin, pour moi, il va faire l'erreur de regarder ça encore une fois à un niveau français, penser consommateur français, ce qui est bien. Ça évolue. Mais voilà, il faudrait que ça évolue. Non, ça évolue. Ça a été dit par la Commission. Ça évolue au regard de la guerre en Ukraine, qui catalyse quand même un certain nombre de choses, qui accélère peut-être. Qui accélère énormément ces choses-là. Et c'est la souveraineté qui probablement sauvera le fait qu'on va mettre la souveraineté avant le consommateur. Bon, écoutez. On va suivre quand même l'épisode SFR de près et on verra bien ce qui va se passer. Merci beaucoup à tous les 3, c'était top. Et franchement, il va falloir qu'on prenne le temps et peut-être moins évoquer de sujets dans 1 heure pour rentrer dans les détails, parce que c'est ce que vous racontez passionnant. Et j'en doutais pas une seule seconde en vous réunissant tous les 2. Merci Thomas. Merci. À très bientôt. Thomas Serval, donc PDG de Barracoda. Yves, à très vite. Merci à vous. Operating partner chez Jolt Capital et ancien président de HTC. Fred. On ne se retrouve pas lundi. On ne se retrouve pas lundi, non, puisqu'il y aura une soirée spéciale politique. Puisque, vous le savez, François Bayrou joue l'avenir du gouvernement lundi et BFM Business casse sa grille pour justement accompagner toutes ces décisions politiques lundi. On sera là mardi, en revanche. On sera mardi. Ah oui, attendez. Tout le week-end en rediffusion, évidemment, les replays, les podcasts, De quoi je me mail qui vous attendra aussi, Tech & Co Business, bien sûr. Donc il y a plein de choses à se mettre sous la dent, comme on dit. Vous restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne revient dans un instant. On a encore une demi-heure à passer ensemble. On va évoquer ensemble, justement, l'intelligence artificielle qui bouleverse encore un secteur. C'est celui du cinéma. Exemple concret avec le studio de cinéma Narrative Coders qui sera avec nous. Et puis l'intelligence artificielle aussi en tant que soutien scolaire pour les élèves. On en parlera avec une boîte qui s'appelle Évidence B, qui est très intéressante et qui s'est positionnée là-dessus. Thierry de Vulpillère, qui en est le patron, sera mon invité. Allez, vous restez là, on revient dans un instant. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, 20h31 sur BFM Business, Tech & Co, la quotidienne. Avant de parler d'intelligence artificielle et de cinéma, il est temps de se plonger sur l'actu tech de ce jour. Ce qu'il fallait retenir donc de l'actu tech, c'est avec Léa Benaïm et c'est le Tech Flash. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, Apple veut développer un moteur de recherche boosté à l'IA et l'intégrer à Siri. Une information de Bloomberg à J-5 de la keynote. Pour ce faire, Apple aurait demandé de l'aide à Google. Une version adaptée de Gemini serait utilisée pour une partie de l'infrastructure. Si les rumeurs sont confirmées, la sortie est prévue pour le printemps prochain. En France, Mistral serait sur le point de lever 2 milliards d'euros, ce qui doublerait sa valorisation à plus de 12 milliards. La licorne française de l'IA se retrouve parmi les startups les mieux valorisées d'Europe. En seulement 2 ans, Mistral s'est imposé comme un acteur clé de la souveraineté numérique en Europe et surtout un concurrent crédible aux géants américains. Et puis là, on va parler de Google qui a passé une bonne journée hier. On en parlait dans Tech & Co en évitant le démantèlement. Mais ce matin, en revanche, le réveil a été un petit peu plus compliqué. Et oui, double sanction en France. Google a été condamné par la CNIL à une amende de 325 millions d'euros pour ses pratiques publicitaires dites trompeuses. C'est l'amende la plus élevée jamais prononcée par la Commission. Et puis aux États-Unis, Google va devoir verser 425 millions de dollars de dommages et intérêts à des utilisateurs pour atteinte à la vie privée. Dans l'actualité auto, c'est un choc
choc pour BYD. Pour la première fois, le géant chinois de l'électrique accuse un recul de ses ventes, une chute de 30% sur un an et 14% rien que sur le mois d'août. En cause, la concurrence féroce que se livrent les constructeurs sur ce marché, notamment en Chine, chez lui où la guerre des prix n'épargne personne. Et enfin, Donald Trump réunit les patrons de la tech, une vingtaine au total, autour d'un dîner prévu ce soir à la Maison-Blanche. Parmi les invités, Tim Cook, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Bill Gates ou encore Sam Altman. Un seul absent, Elon Musk. Le dîner se tiendra après un événement consacré à l'IA organisé par la Première Dame. Et pour finir avec François, on vous donne rendez-vous demain à midi pour un nouvel épisode de De quoi je me mail, votre rendez-vous tech du week-end. Et cette semaine, au menu, Samsung prépare pour le 29 septembre un événement avec potentiellement la présentation d'un casque de réalité mixte, d'une paire de lunettes connectées et d'un smartphone pliant en 3 parties. C'était l'un de nos sujets pendant l'émission. On écoute un extrait. Ce qui est le plus attendu, c'est peut-être effectivement un terminal, un smartphone pliable en 3 volets, avec 3 volets. Oui. Il a déjà été présenté en début d'année au CES de Las Vegas, je crois, de mémoire, et on pouvait déjà le voir. C'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on disait dans la première partie, à savoir que les smartphones commençaient à mincir de plus en plus. Là, quand on a un smartphone pliable avec 3 volets, on a un gros smartphone dans la poche, hein, même si après on peut le déplier et avoir un grand écran. Donc c'est quasiment l'opposé de la tendance de la finesse, puisque là, on ne peut pas avoir de finesse avec un triptyque. Sauf s'il est déplié, mais c'est vrai que on va pas se balader tout le temps. Dans la poche, ça va être compliqué de le tenir en déplié. Une grosse poche. Alors tout ça, en plus, concernant Samsung, arrive à un moment assez opportun parce que les derniers chiffres de Samsung sont pas très bons. Alors bon, sur tout ce qui est appareil, device, donc ça se porte plutôt bien, cette division chez Samsung. Donc la division grand public. La division grand public, électronique grand public, c'est ça, exactement. En revanche, au niveau de tout ce qui est processeur, etc., là, ils sont plutôt en baisse. Voilà, retrouvez De quoi je mail donc dès demain en avant-première sur la chaîne YouTube de Tech & Co, mais aussi en podcast audio, et puis ce week-end sur BFM Business. Il est 20h36, parlons IA et cinéma maintenant avec nos invités. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Alex Perron est avec nous sur le plateau de Tech & Co. Bonsoir Alex. Bonsoir, merci de Vous êtes président donc de Narrative Coders, qu'on va découvrir dans un instant, et vous êtes venu avec Goulven Kouro. Bonsoir Goulven. Bonsoir. Vous êtes directeur technique et création de Narrative Coders. Alors vous êtes un pionnier de l'IA générative qui est appliquée à la vidéo. Vous êtes un des tout premiers réalisateurs IA diffusés en salle de cinéma. Vous allez nous raconter un petit peu comment l'IA arrive dans ce domaine. Et vous Alex, vous avez été récompensé par un César pour votre précédente société de technologie de production audiovisuelle qui s'appelait Setkeeper. C'est ça. Voilà, vous avez travaillé sur plus de 1000 films et de séries dans plus de 35 pays, avec Amazon Studios, BBC, Disney, etc. Donc vous êtes pas un perdreau de l'année, comme on dit dans le domaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter Narrative Coders, s'il vous plaît, Alex ? Oui, en fait, les technologies aujourd'hui de l'IA générative appliquées à la vidéo sont à un niveau tel qu'elles permettent de faire des plans pour le cinéma et la télévision ou des séquences entières, à condition de savoir les maîtriser et d'être capable de manipuler en fait ces technologies et de les combiner ensemble et éventuellement parfois de les modifier un petit peu, de les adapter pour arriver à faire ce qu'un producteur ou un réalisateur de films, de séries, de publicités, de clips, que ce soit live, animation, fiction, documentaire, souhaite faire. Et Narrative Coders, on se spécialise là-dedans. On est vraiment un studio de fabrication d'images pour le cinéma et la télévision ou tout contenu audiovisuel qui permet de faire donc des plans et des séquences entièrement par intelligence artificielle. Enfin, entièrement, parfois on doit faire appel à un petit peu de 3D ou d'autres éléments qui accompagnent l'IA. Oui, des effets spéciaux plus traditionnels, on va dire, c'est ça ? Des méthodes traditionnelles qui peuvent se combiner avec l'IA, on va dire. Okay. Mais on est vraiment un studio de création d'images spécialisé dans l'audiovisuel avec l'IA. Et qui fait appel à vous, en fait ? Ce sont on va dire, je le disais, les Netflix, les Amazon, etc. Ou ce sont les producteurs de séries qui font appel à vous, les réalisateurs ?
tout ce monde-là, en fait, toutes les personnes qui ont besoin de créer des images. Donc on s'adresse principalement à toute société de production, que ce soit un studio ou une société de production indépendante, il n'y a pas de limitation là-dessus. Ce qui est aussi intéressant avec l'IA appliquée à l'image, c'est que ça donne accès en fait à un niveau de mise en scène et de production qui peut être accessible à tous les budgets, en fait, qu'on fasse un film indépendant ou un blockbuster. C'est ça qui est extrêmement intéressant pour les producteurs. Goulven, ce qui est impressionnant, alors vous êtes directeur technique et création chez Narrative Coder, c'est que on a l'impression que ça va tellement vite que ça bouge tout le temps, en fait. Ce qu'on imaginait impossible il y a encore un an, eh bien, est possible aujourd'hui ou est en passe de le devenir, non ? Est-ce que vous arrivez à suivre cette cadence ? Alors, ça fait partie c'est une grosse partie de notre travail, c'est de faire de la veille technologique. Donc de suivre au jour le jour les nouvelles sorties, les avancées. On travaille beaucoup dans le monde de l'open source, qui est un monde communautaire où les sources, le code est libre d'accès, où les gens peuvent le manipuler, l'arranger un peu à leur sauce. Et donc dans cet univers-là, on a des évolutions quasiment tous les jours, toutes les semaines en fait, et des évolutions majeures, on va dire presque tous les mois. Est-ce qu'il y a un truc, vous ne pouvez pas nous donner un exemple de quelque chose que vous n'imaginiez pas pouvoir faire avec l'IA il y a encore peut-être un an ou deux, et qu'aujourd'hui, eh bien, on arrive à faire ? Par exemple, il y a 2 ans, j'imaginais pas qu'on pourrait faire un tel niveau de photoréalisme qu'on arrive à obtenir maintenant, qui est du niveau broadcast pour le cinéma. Donc, c'est des projets sur lesquels on travaille justement, où on nous demande d'avoir ce niveau de réalisme et de ne plus percevoir le fait que les images sont générées par IA. VO3 a mis une claque incroyable. Oui, VO3 a mis une grosse claque parce qu'en plus de cumuler le son à la génération vidéo, à un niveau de réalisme et un niveau de respect de la physique et des interactions, c'est surtout ça qui a évolué beaucoup là, cette année. C'est les interactions entre des humains, des objets, des interactions entre humains et la gestion de la physique. Par exemple, vous faites tomber un objet qui s'écrase au sol. Il y a encore un an, ça faisait vraiment n'importe quoi. Ça créait ce qu'on appelle des glitches, des sortes de bugs. Et là maintenant, il y a vraiment, on va dire, l'inertie. Tout à fait, voilà. Ça, l'inertie, la gravité, voilà, toute la physique, les interactions, toutes les forces sont vraiment prises en considération maintenant dans les moteurs génératifs. Alex, ça va vite, on le disait. Vous êtes d'accord avec Goulven, il faut donc avoir une veille technologique, mais perpétuelle en fait dans ce domaine-là ? Ouais, ça fait vraiment partie de ce qu'on fait, du quotidien d'une société qui utilise l'IA pour appliquer à la vidéo, parce que ça va faire intervenir différentes technologies, parce que ça va nous demander aussi d'imbriquer différentes choses ensemble pour arriver à faire le résultat souhaité à l'écran. Et les choses évoluent tellement vite que c'est aussi ça notre expertise, c'est d'être informé que quelque chose est possible dès que ça l'est, pour vraiment prévenir nos clients et être capable de faire des choses que peut-être on ne pouvait pas faire il y a 3 mois ou 6 mois. Est-ce que vous arrivez à vous projeter sur les 10 prochaines années, en fait ? C'est votre métier. Vous baignez là-dedans. C'est notre métier. Dans 10 ans, à quoi ressemblera l'industrie cinématographique, à votre avis ? On peut imaginer déjà, c'est une question justement Ben oui, qu'il faut disserte beaucoup. Et puis que vous anticipiez, parce que c'est votre job, en fait. C'est déjà dans nos perspectives d'avenir de l'IA, c'est qu'on imagine déjà l'année prochaine les premiers longs métrages en IA. 100% IA ? 100% IA. Wow. Là, nos méthodes de travail sont très hybrides et aussi des fois full IA. Donc on peut faire aussi des pipelines, donc c'est vraiment des méthodes de production classiques où on fait intervenir des images filmées en live dans lesquelles on va incruster des petites parties faites en IA. Et on peut aussi faire dans de la 3D, on peut mélanger un peu toutes ces techniques-là, quoi. Donc c'est vraiment un pipeline, donc vraiment des méthodes de production à part entière qui ne font pas concurrence vraiment au VFX, qui sont vraiment, c'est vraiment un nouveau média qui est arrivé, un nouveau médium qu'il faut cumuler avec toutes les techniques qu'on utilise actuellement dans le cinéma. Donc pour vous, l'année prochaine, on aura un film qui sortira, qui sera 100% IA, c'est totalement envisageable ? Oui, c'est totalement envisageable. Ça demanderait un scénario qui est pensé pour exister dans un cadre technologique précis. Donc plutôt un film d'anticipation, de science-fiction, etc. Un peu... Pas forcément. Ça peut être aussi, on peut imaginer des huis clos, on peut imaginer des drames, des comédies. Il n'y a pas de limite là-dessus. Des films d'époque. L'IA est très performante là-dessus, parce que sur des films qui nécessiteraient un budget colossal pour reconstituer un château à telle époque, avec énormément de costumes, ou même, par exemple, on peut imaginer un siège de Seconde Guerre mondiale dans
dans lequel il y aurait énormément de véhicules qui seraient extrêmement coûteux à faire sans l'IA. Ou peut-être même impossible finalement à faire. Oui, c'est ça. En fait, oui, ça casse vraiment les limites de l'imagination et puis aussi ça casse des limites budgétaires de façon assez conséquente. Il se trouve qu'on évoque de temps en temps dans Tech & Co ce sujet-là, et je fais souvent l'analogie avec la musique. Il y a 30-40 ans, pour faire un album, il fallait que l'artiste aille dans un studio d'enregistrement, qu'il rencontre des musiciens, qu'il fasse enregistrer la partition aux musiciens, etc., qu'il mixe, et puis qu'après qu'il pose sa voix. Aujourd'hui, vous prenez une Billie Eilish, elle est dans sa chambre avec son Mac, et elle fait un album entier. Est-ce que cette analogie est valable pour le cinéma, à votre avis, la production audiovisuelle? Est-ce que dans quelques années, on pourra avoir un petit génie qui pourrait, grâce à son PC, faire, je ne sais pas moi, le prochain Dune, par exemple? C'est possible au sens où il y a déjà des courts-métrages qui sont faits en full IA et qui sont d'une qualité bluffante. Donc déjà, ça existe déjà en fait. Après, la réalité d'un long-métrage ou d'une série, par exemple, ou d'une publicité particulièrement exigeante, ça repose quand même sur des méthodes et aussi travailler avec tous les métiers de la mise en scène qui gravite autour de la réalité d'un tournage. Donc l'IA est comme un nouveau département, mais elle ne fait pas non plus table rase des talents qui sont nécessaires et des techniciens qui sont nécessaires pour faire vraiment des histoires complexes, avec une mise en scène complexe qui sont... L'IA générative, je sais pas moi, un ChatGPT spécial film par exemple, ne pourrait pas pallier à ça? Je sais pas, hein, je vous pousse un peu dans vos retranchements pour voir. Alors, peut-être. On est vraiment à la croisée de plusieurs méthodes de narration, c'est-à-dire qu'on peut effectivement, comme le disait Alex, travailler main dans la main avec des studios de cinéma qui font déjà des films, on va dire des films traditionnels dans lesquels certaines parties vont être faites en IA. Et il y a aussi, j'ai déjà d'ailleurs moi-même réalisé plusieurs courts-métrages qui ont été primés en festival, que j'ai fait tout seul en fait dans mon appartement avec très peu de moyens et de qualité professionnelle. Sur du voilà, ce qui fait qu'il vous faudrait peut-être 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois de plus pour arriver à faire un long métrage. Potentiellement. Mais comme disait Alex, effectivement, il faut orienter l'écriture pour exploiter au mieux l'IA. Si on essaie de reproduire, par exemple, de faire un Dune, comme vous le disiez, entièrement en IA, on se confronterait à certaines barrières, en fait. L'IA permet de faire énormément de choses. La difficulté là-dedans, c'est le contrôle, en fait, de ce qu'on va générer. Vous pouvez, par exemple, demander dans un moteur génératif d'image ou de vidéo un prompt très simple en disant, voilà, une personne marche dans la rue à Paris avec tel vêtement, et ben en fait vous resoumettez ce même prompt à ce même moteur, il va vous sortir quelque chose de différent, mais en respectant ce que vous lui avez demandé, parce qu'en fait le champ des possibles est déjà tellement large. Ou alors il faudrait un prompt d'une précision chirurgicale. Mais même avec une précision chirurgicale, en fait un prompt donne des milliards de possibilités. On a des milliards de possibilités à partir d'un seul prompt. Donc nous, notre travail chez Narrative Coders, c'est de contrôler au mieux cette génération et de pouvoir respecter au mieux un script, les intentions d'un réalisateur. Et c'est pour ça que je répondais peut-être, c'est au sens, ça dépend de l'histoire, ça dépend du découpage technique, c'est-à-dire du storyboard, en fait, de comment la mise en scène est pensée, mais ça peut être conçu pour, dès l'année prochaine, oui. Bah écoutez, vous reviendrez nous en parler l'année prochaine, quand il y aura d'autres avancées. Mais en tout cas, c'est passionnant. Merci d'être passé sur le plateau de Tech & Co. Merci à tous les deux. Alex Perron, donc président de Narrative Coders, et Goulven Kouro, donc directeur technique et création de Narrative Coders. Merci à tous les deux. Merci à vous. Et vous restez avec nous. La rédaction de Tech & Co, tout de suite, qui nous rejoint. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Salomé Ferrari est avec nous sur le plateau de Tech & Co. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Journaliste à la rédaction. Et depuis cet été, Salomé, les sites pour adultes sont obligés de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Ça fait évidemment la une des médias cet été. Pour ça, certaines plateformes se sont tournées vers le système HGO. Mais ce système est loin d'être respectueux de la vie privée. Oui, exactement. Tu le disais, un petit peu sous la pression de l'Arcom et après beaucoup de péripéties, les plateformes ont finalement été obligées de trouver un outil pour vérifier l'âge des utilisateurs français. Et HGO, ou HGO, je ne sais pas trop comment on dit, c'est l'un de ces outils. Le problème, c'est qu'il a basé tout son système sur la législation anglaise, qui est un petit peu moins respectueuse que la législation française. Si bien que selon un rapport de AI Forensics,
lorsqu'un internaute souhaite vérifier son âge avec, par exemple, un selfie, en fait, toutes ces données vont être transférées vers des serveurs. Et ça, c'est pas vraiment expliqué aux internautes quand ils utilisent l'outil. Par exemple, donc, le flux vidéo, l'adresse IP et même le mail sont envoyés donc, au service de reconnaissance Recognition d'Amazon, qui sait donc que vous vouliez utiliser un site interdit aux moins de 18 ans, et même la vidéo que vous vouliez regarder. Oh là là. Ça fait beaucoup, hein ? Ça fait beaucoup quand même, hein. Donc effectivement, c'est loin d'être anonyme, comme l'assure pourtant l'application. Et surtout, ça ne respecte pas du tout le référentiel technique de l'Arcom, qui précise que la double anonymisation est totalement obligatoire. Est-ce qu'il y a des meilleures solutions disponibles aujourd'hui sur le marché que ce EdgeGo ? Justement, c'est un petit peu compliqué. À chaque fois, c'était le problème que mettaient en avant les plateformes de trouver l'outil parfait. Une piste qui pourrait être évoquée, c'est la fameuse application dont a parlé l'Union européenne. Donc en juillet dernier, ils ont expliqué qu'ils voulaient développer une solution pour justement aider tous les pays à vérifier plus facilement l'âge des utilisateurs. Et justement, la France fait partie des premiers pays tests et ils devraient tester ça dès 2026. Merci beaucoup Salomé. Pour en savoir plus sur ce sujet très intéressant, direction le site de Tech & Co, bien évidemment. 20h49, on va terminer cette émission. On parlait de l'IA dans le cinéma, on va parler aussi d'IA dans l'enseignement. C'est la rentrée, on en parle avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Et j'accueille avec plaisir Thierry de Vulpillère. Bonsoir Thierry. Bonsoir François. Président et cofondateur d'Evidence B. Fondé en 2017, vous développez des modules d'apprentissage adaptatif numérique qui sont fondés sur des sciences cognitives et l'intelligence artificielle. Et là, vous allez nous parler de Mia Seconde. Oui. De quoi s'agit-il ? Présentez-nous cela. Mia Seconde, donc c'est une solution en mathématiques et en français pour les élèves de seconde. C'est 20 000 exercices adaptatifs pilotés par l'IA et qui ont été généralisés à cette rentrée à tous les lycées de France et donc tous les profs de français, de maths. Et si vous êtes en seconde et que vous ne voyez pas l'application Mia Seconde dans votre ONT, vous demandez à votre prof ou à votre référent numérique. Chaque lycée a un référent numérique et c'est un outil d'IA donc qui est généralisé à l'ensemble du lycée, qui n'est pas du chat GPT, qui répond pas à vos questions, qui vous pose des questions, qui vous fait travailler. L'objectif, c'est de renforcer la maîtrise des mathématiques et du français. Bref. C'est ce qu'il y a avec cette IA, c'est à double tranchant. Aujourd'hui, ça mâche le travail de 99% des étudiants et des élèves. Vous, c'est une autre posture que vous avez, c'est-à-dire que vous faites quand même un peu faire fonctionner les neurones des élèves. Oui, on est ici dans la tech, mais l'enjeu du système éducatif, c'est les savoirs fondamentaux, c'est l'ascenseur social. Est-ce que la mobilité sociale fonctionne ? Est-ce que la promesse du système éducatif de faire réussir tous les élèves, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'on arrive à faire plus d'ingénieurs, plus de filles intéressées par les sciences ? C'est des problématiques qui sont hors tech, j'ai envie de dire les questions. Et la question de la tech, c'est en quoi la tech et l'IA va pouvoir résoudre ces défis que rencontre le système éducatif. La France a perdu 21 points dans la dernière enquête PISA en mathématiques, les enquêtes TIMSS sur le primaire c'est pareil, donc c'est ça les enjeux. Et face à ça, on a maintenant 90% des élèves qui utilisent les modèles de langage, ChatGPT ou Mistral ou le chat, etc. Et c'est des solutions qui apportent des réponses et d'une certaine manière qui vous apportent tout fait des réponses. Enfin, c'est une super anti-sèche, etc. C'est pas ça qui vous aide forcément à mieux apprendre. Quelque chose qui vous apporte de la connaissance, en soi c'est bien, une encyclopédie, un livre, et donc ces modèles de langage c'est bien, mais c'est pas ça réellement qui vous fait apprendre. Et donc l'IA est très résumée depuis 2022 à ces modèles de langage, mais il y a beaucoup de techniques d'IA. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup de techniques. Et celle qu'on utilise, nous, elle vient de l'INRIA, et ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement, dans le machine learning. Et l'objectif, c'est non pas de souffler des réponses à l'élève, mais de lui poser des questions qui soient à son niveau, ni trop difficiles pour ne pas le décourager, ni trop simples pour pas l'ennuyer. Et donc, ce que va faire l'IA de Mia Seconde, dans les 20 000 exercices, c'est de proposer à chaque fois l'exercice qui garantit que l'élève va continuer à progresser, à être motivé. On a eu sur l'année précédente donc une grosse étude d'impact faite par le ministère de l'Éducation, la plus grosse qui a été faite sur l'éducation. 20 000 élèves, 800 profs, 300 lycées, 4 millions d'exercices ont été faits. On a 2 résultats sur cette étude de l'an dernier, donc, qui ont conduit à cette généralisation là en septembre. En moyenne, les élèves ont 70% de réussite aux questions qu'on leur pose. Donc ce pari de les maintenir dans une tension de réussite et qui maintient du coup leur confiance en eux, notamment en mathématiques, ça c'est un premier résultat. Un deuxième résultat, chaque module, il y a une vingtaine de modules dans Mia Seconde, maths et français, commence par un petit test, une quinzaine de questions. Et si on prend
les 15% d'élèves qui ont du mal sur ce test au début de chaque module et qu'on va les suivre dans millisecondes, ce qu'on voit, c'est que ces 15% d'élèves qui normalement sont les décrocheurs, il y a près de 30% d'élèves qui sont en grande difficulté en début de seconde, eh bien, ils progressent plus vite que toutes les autres cohortes. Donc la promesse de cette IA, il y a une efficacité. Une efficacité, et notamment sur les élèves qui ont un peu de mal en début de seconde. Et c'est pour ça que le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse vous a fait confiance, puisque en fait votre solution milliseconde est développée pour tous les élèves, donc ça représente 800 000 élèves de seconde générale. Voilà. Tous les élèves de France. C'est une belle réussite. C'est une belle réussite. J'espère que ça sera une bonne réuite pour tous les élèves et qu'on va continuer à les accompagner. Voilà, c'est en partenariat avec DocaPost, rappelons-le. DocaPost qui est l'hébergeur, la question de l'IA, de la protection des données est très importante. Et donc on a remporté ce marché avec DocaPost. On a également une deuxième actualité. On avait gagné un marché qui s'appelait AdaptiveMath. Excusez-moi, parce que je me mets à la place d'un élève de seconde qui nous écoute, qui n'a pas encore mis à seconde. C'est possible. Parce que c'est quoi? Il faut le demander. Comment ça marche? Donc la semaine dernière, le ministère l'a installé dans tous les lycées. Donc, et ça s'installe comment? C'est sur un ordi, un téléphone? Alors c'est une application qui va être accessible par leur ENT. Tous les lycées ont un espace numérique de travail, l'espace Internet du lycée, et dedans ils ont une banque de ressources avec les applications sur lesquelles ils vont travailler. Et donc milliseconde doit apparaître dans cet espace-là. S'il n'apparaît pas, le référent numérique de leur lycée, puisqu'il est déjà dans le lycée, doit le distribuer aux élèves de seconde d'une part et à leurs profs de français. Donc ça ne fonctionne que dans l'environnement scolaire de l'enfant, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, je sais pas moi, le soir il rentre au travail, chez lui, il a envie de faire ses devoirs avec son ordi, il peut pas avoir accès à milliseconde. Si, parce que le système d'authentification, c'est un système d'authentification éducation nationale. En revanche, ce système d'authentification vous donne accès à votre ressource sur il y a une application sur tous les smartphones, vous pouvez accéder à votre PC chez vous, donc vous pouvez travailler où vous voulez. Voilà. Ensuite, on n'incite pas à travailler la nuit, et on voit des pics d'utilisation là sur l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est beaucoup utilisé en classe, milliseconde. Pendant 45 minutes, on voit que c'est une séance d'heures de cours en fait, mais on a eu des pics, par exemple entre Noël et jour de l'an, donc soit que des enseignants et inciter des élèves en difficulté, soit que des élèves un peu zélés et travailler dessus. Donc on a une courbe d'utilisation qui est assez variable, et donc effectivement on peut s'en servir. Il y a également une modalité qui permet de fonctionner, les algorithmes tournent dans le browser, et donc ça marche offline. Donc vous êtes dans le bus, ça déconnecte, vous pouvez continuer à travailler. Enfin, voilà, l'idée de faire du... Voilà. Comment réagissent les profs, sincèrement? Est-ce qu'ils adhèrent tous à ce type de nouvel outil? Vous savez, sur l'IA, il y a toutes sortes de débats, et on aime bien cristalliser des débats et créer du débat. L'éducation, c'est de la complexité, c'est de l'accompagnement étape par étape. Nous, on est vraiment, on est un acteur du système éducatif, on vend au ministère de l'Éducation, on fait ça avec les profs, l'association des profs de maths, l'association des profs de français sont partenaires du dispositif, et l'outil dont on a parlé, c'est l'exercice pour l'élève, les deux à mieux apprendre, mais l'outil qui est au cœur de milliseconde, c'est le tableau de bord, donc qui permet à l'enseignant en permanence de savoir où en sont ses élèves. De monitorer les élèves. Monitorer les élèves, de voir ceux qui sont bloqués, parce que c'est pas magique, donc quelquefois on a une indication sur un élève qui est bloqué à telle ou telle raison, et c'est pas une boîte noire, c'est-à-dire que à la fois chaque élève va pouvoir progresser, mais si l'enseignant veut voir quel élève est bloqué, sur quoi il est bloqué, il peut voir chaque exercice et la réponse précise qu'a fait chaque élève. Donc il a toutes les copies corrigées, si je puis dire, en accès s'il le souhaite. Donc non, ça se passe plutôt bien avec les enseignants. On travaille beaucoup avec un webzine qui s'appelle le Café Pédagogique. Il y a 300 000 profs qui sont abonnés à ça. On fait des conférences avec eux. Donc voilà, c'est un outil quand même qui est à leur service. Parce qu'en seconde, vous avez un programme très étendu et travailler sur les lacunes du collège, les profs n'ont pas forcément le temps de le faire. Donc ils sont assez contents de confier à ce type d'application. Un petit peu peut-être. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Merci de votre invitation. Évidence B, et je me souviens de vous puisqu'en 2021, vous étiez le lauréat dans la catégorie éducation des Tech for Good Awards. Voilà, qui nous a propulsé. Merci encore à BFM. C'est tant mieux, et ça nous fait plaisir de voir que tout cela non seulement se poursuit, mais réussit. Merci à vous. Thierry de Vulpillard, donc président et cofondateur d'Évidence B, pour terminer ce Tech & Co ce jeudi soir. Très belle soirée, pas d'émission lundi, je vous le disais, mais on sera là de retour mardi. Et puis ce week-end, bien sûr, les replays et les podcasts de rattrapage, et de quoi je me mêle que j'aurai le plaisir de vous présenter demain. Très belle soirée et à très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.